de vous parler exactement de ce qu'ils considèrent comme inutilement compliqué, disons. Avec un type de présentation comme celui que j'ai choisi, vous devez vous dire, vous vous dites peut-être, bon, elle doit être végétarienne ou pire, végane. Bien, vous êtes perspicace, je suis en effet une végane très convaincue. On dit que le véganisme, chez certaines personnes, ça se développe à partir d'un dégoût naturel pour la viande, par exemple, ou après avoir vu des vidéos choquantes sur l'élevage et sur l'abattage d'animaux, ou parce qu'on aurait grandi avec des chats et des chiens et qu'on aurait développé un amour plus généralisé des animaux. Mais ça n'a pas été mon cas. J'ai toujours aimé le steak, j'ai jamais eu d'animaux de compagnie et je n'avais pas vu les vidéos de PETA avant de devenir végétarienne d'abord et puis végane ensuite. Si je suis devenue végane, c'est parce que quand j'étais encore au cégep, mes professeurs de philosophie nous ont incités à réfléchir à la nature humaine et nous ont incités à reconnaître qu'il est difficile d'identifier une différence fondamentale entre les êtres humains et les animaux. Et qu'en fait, on était des animaux, nous aussi, des animaux humains, alors que les autres animaux sont des animaux non humains, comme on aime le dire, le distinguer en éthique animale, justement pour insister sur notre animalité commune. En m'apercevant de ça, donc, je réalisais aussi qu'il était injuste de considérer les animaux non humains comme des êtres inférieurs ou même des ressources à notre disposition pour différents usages, alors qu'on estime généralement que les humains, les animaux humains, eux, méritent le respect et sont des personnes. C'est cette intuition-là que j'ai ensuite formulée en hypothèse et que j'ai eu envie de tester dans mes recherches doctorales. Et c'est donc ce qui m'a amené à réfléchir à la question des droits des animaux. Évidemment, je ne suis pas la seule à avoir travaillé en éthique animale sur cette question-là. C'est même un thème de recherche assez fécond ces dernières années qui a donné lieu à un très grand nombre de publications académiques, dont celle évidemment de Mark Rowlands, mais aussi de publications grand public, comme celle d'Élise Desaulniers. Si plein de gens s'intéressent aux droits des animaux, peu quand même se sont penchés sur la possibilité ou la nécessité d'accorder des droits juridiques en bonne et due forme à tous les êtres sensibles, des droits non seulement moraux, mais de véritables droits légaux protégés par un système de justice coercitif. Paola Cavalieri, dans son livre « The Animal Question », propose d'étendre certains droits précis, en l'occurrence les droits fondamentaux de la personne, à tous les êtres capables d'intentionnalité, ce qui correspond à peu près à tous les êtres sensibles. Selon elle, les droits de l'homme ne devraient pas être exclusivement humains. Est-ce que Cavalieri a raison de revendiquer l'octroi de certains des droits de la personne, soit les droits moraux et légaux les plus fondamentaux, non seulement aux grands singes ou aux animaux qui nous ressemblent plus, mais à tous les êtres sensibles, à tous les vertébrés et possiblement même à certains invertébrés? Est-ce qu'on devrait élargir la famille des sujets de droit pour y inclure tous les êtres sensibles? C'est un peu ça, en gros, le type de questions auxquelles j'ai tenté de répondre dans le cadre de mes études en philosophie. Puis là, aujourd'hui, je viens justement vous présenter le résultat de mes recherches, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je pense qu'on a le devoir d'accorder les droits légaux les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles. Et ces raisons, même si on peut évidemment en discuter longuement, dans leur principe, elles sont toutes simples. Et en plus, elles ne sont pas nombreuses. En fait, il y en a juste deux. D'abord, un principe très ancien, qui remonte à Aristote, en fait, le principe d'égalité, qui se trouve au fondement de toutes nos meilleures théories de la justice et qui n'est donc pas si controversé ou compliqué que ça. L'idée étant tout simplement que les cas similaires doivent être traités de manière similaire. Si, à l'occasion d'un examen, par exemple, deux d'entre vous remettez des copies identiques, bien, il serait évidemment injuste que vous soyez notés différents. Ce serait injuste parce que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté. Je suis d'ailleurs certaine que la personne lésée s'en plaindrait et demanderait une révision de notes. Elle aurait raison, parce que les cas comparables doivent être traités de manière comparable. Deux copies égales doivent être évaluées de manière égale. C'est ça, en fait, le grand principe d'égalité aristotélicien. Ensuite, un deuxième principe, une deuxième raison, celle qui touche la notion de droit, les droits fondamentaux plus particulièrement. La fonction de nos droits humains les plus fondamentaux, de ceux qu'on appelle souvent les droits de la personne, est de protéger certains des intérêts de ceux qui en sont titulaires ou de celles à qui on les attribue. Si on pense qu'il est important d'accorder les droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à la liberté à tous les êtres humains, c'est qu'on suppose en effet que tous les êtres humains ont intérêt à vivre et qu'ils ont intérêt à être libres. Les droits fondamentaux visent donc à protéger nos intérêts individuels les plus fondamentaux ou les plus basiques, ceux qu'on associe généralement à notre valeur inhérente ou à notre dignité. Ce sont ces deux principes-là qui, quand on les joint l'un à l'autre, nous mènent au raisonnement dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui.
C'est le raisonnement qui, alors qu'il avait la forme d'une simple intuition, m'a motivé personnellement à devenir végane. Et c'est celui qui, en version un peu plus étayée, je l'espère, a été le sujet de mes études doctorales. C'est donc de lui que j'ai envie de vous parler. Bon, comme on vient de le voir, on pense depuis Aristote que les situations similaires devraient, a priori, être traitées de manière similaire. Pour être moralement acceptable, toute discrimination doit être justifiée par une raison moralement valable, c'est-à-dire par une explication qui démontre qu'il y a en fait une différence entre deux cas, une différence qui justifie, une différence pertinente qui justifie donc un traitement différent, qui fait en sorte qu'on échappe à la règle d'égalité, parce que seuls les cas vraiment semblables, évidemment, devraient être traités de la même façon. Sans une différence pertinente, on ne peut pas discriminer. Or, l'espèce, un peu comme le sexe, la couleur de la peau ou l'âge, c'est une caractéristique biologique qui, en soi, n'a pas de pertinence morale. On ne peut pas discriminer entre deux individus en raison de la couleur de leur peau, par exemple, sauf peut-être s'il s'agit de prescrire un traitement dermatologique, auquel cas, bien là, ça serait pertinent. Mais s'il s'agit d'offrir un accès aux soins de santé, la couleur de la peau n'a plus de pertinence morale. Ou s'il s'agit de manière plus générale d'inclure des individus dans les communautés morales ou légales, alors les caractéristiques biologiques, comme celle-là, n'ont plus du tout d'importance. On ne peut pas légitimement refuser aux uns ce qu'on accorde aux autres sur la seule base de ce type de caractéristiques-là. C'est la raison pour laquelle discriminer entre deux êtres sur la seule base de leur espèce, à moins de fournir une bonne explication, semble injuste, semble spéciste. Et sur le plan moral, le spéciste, c'est une discrimination comparable au racisme ou au sexisme. C'est une discrimination fondée sur une caractéristique strictement biologique qui, en elle-même, n'est pas moralement pertinente. Heureusement, la plupart de nos actes de discrimination entre les humains et les autres animaux sont clairement bien justifiés. Il semble raisonnable pour la direction d'une université, par exemple, de n'admettre que des êtres humains. Les animaux non humains sont présumés à ne pas avoir les prérequis et les compétences jugées nécessaires pour bénéficier d'une éducation scolaire. On peut imaginer de très nombreux exemples de discrimination qui, comme celui-là, ne paraissent pas injustes. Pourtant, il y a certains cas qui sont beaucoup plus problématiques. Et parmi ces cas-là, les plus importants concernent l'attribution de certains droits moraux et légaux, soit les droits les plus fondamentaux. Les droits fondamentaux protégés par nos chartes, tels que l'a affirmé la Cour suprême du Canada, offrent à l'individu un rempart contre la tyrannie de la majorité. Plus que tout autre droit, ils établissent une sorte de barrière de protection autour de chaque individu, les protégeant contre les décisions des plus forts ou des plus nombreux. Et même si ces droits ne sont jamais absolus, ils admettent que de très exceptionnelles dérogations. Par opposition aux autres droits, les droits les plus fondamentaux ont la particularité de constituer le socle de tous les autres droits. On les qualifie de fondamentaux parce qu'ils se trouvent au fondement de tous les autres, parce que sans eux, les autres droits semblent bien inutiles ou précaires. Le droit de faire son épicerie, le droit de voter ou le droit d'aller à l'école, tous ces droits sont en péril si on n'a pas d'abord le droit de vivre ou le droit à la liberté et qu'on peut, en toute légalité et à tout moment, être tué ou fait captif. Si on peut faire de moi une esclave, bien, je perds mon droit d'aller au cinéma. Si on peut me retirer mon droit à la vie, bien, je perds mon droit de fréquenter la bibliothèque. Tous les droits qu'on exerce au quotidien, au fond, impliquent les droits les plus fondamentaux. On parle aussi de droits fondamentaux parce qu'ils protègent des intérêts fondamentaux. L'intérêt à ne pas être asservi ou à ne pas être torturé sont des intérêts évidemment plus sérieux ou plus essentiels que l'intérêt à avoir accès à la culture ou que l'intérêt à voter même. Si on est d'accord avec cette théorie-là, la théorie selon laquelle les droits fondamentaux servent à protéger des intérêts fondamentaux, et si on est d'accord avec le principe aristotélicien de l'égalité, eh bien, on aboutit au principe de l'égale considération des intérêts. Si on combine les deux grands principes dont on a parlé, donc on arrive à ce troisième principe-là. Le principe de l'égale considération des intérêts, c'est le principe qui exige que les intérêts égaux soient également considérés, peu importe les caractéristiques qui ne sont pas logiquement liées au traitement en question, peu importe les différentes caractéristiques biologiques des individus qui sont porteurs des intérêts, en fait. Encore une fois, si, par exemple, deux personnes ont intérêt à recevoir des soins médicaux, bien, le fait que l'une de ces personnes soit une femme ou appartienne à une ethnie particulière ne devrait pas entrer en ligne de compte. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes intérêts, mais que quand deux individus ont les mêmes intérêts, bien, autant d'importance doit être accordée aux intérêts de l'un et de l'autre. Donc, si on accorde un droit à un individu afin de protéger certains de ses intérêts, eh bien, on a alors l'obligation d'accorder aussi ce droit aux autres individus qui pourraient avoir ce même intérêt-là, à moins d'avoir une raison moralement valable de ne pas le faire.
Les individus qui sont différents à plein d'égards n'ont pas nécessairement à être traités de manière similaire pour être traités justement, mais leurs intérêts, quand ils sont similaires, eux, doivent l'être. Ils doivent être protégés par les mêmes droits, par des droits égaux. Mes recherches ont porté sur les 3 intérêts de base qui sont intimement liés à ce qu'on considère être les plus fondamentaux de nos droits humains. Il s'agit de l'intérêt à ne pas souffrir, qui fonde le droit de ne pas être torturé, ou le droit à l'intégrité ou à la sécurité physique, de l'intérêt à persister dans son existence, qui est au fondement du droit de ne pas être tué ou du droit à la vie, et de l'intérêt à être libre, qui est au fondement du droit de ne pas être exploité, asservi ou approprié, ou du droit à la liberté. On va maintenant voir comment les principes qu'on a vus jusqu'ici s'appliquent à ces intérêts fondamentaux-là en particulier. On va se demander si ces intérêts sont l'apanage exclusif de l'humanité ou s'ils sont partagés par d'autres animaux, pour savoir si on a raison de réserver les droits qui protègent ces intérêts-là aux seuls êtres humains. On va se demander si on a raison de n'inclure que les êtres humains et tous les êtres humains dans la communauté des titulaires de ces droits les plus fondamentaux. D'abord, voyons ce qu'on peut dire de l'intérêt à ne pas souffrir et du droit de ne pas être torturé. Nous, les êtres humains, on utilise un nombre presque incalculable d'animaux pour des fins variées. Il est même difficile, je dirais, d'éviter tout ce qui implique, de près ou de loin, l'utilisation d'animaux tellement elle est omniprésente. Quand on regarde la télévision, on voit des commerciaux impliquant des animaux acteurs. Quand on mange au restaurant, on nous offre différents plats qui contiennent à peu près tous des produits d'origine animale. Quand on veut se procurer des médicaments ou des produits cosmétiques ou domestiques, il est difficile de s'assurer qu'ils n'ont pas été testés sur des animaux et qui ne contiennent aucun ingrédient animal. Quand on veut s'acheter des chaussures, des sacs, des accessoires ou autres, on nous propose du cuir, du suède, de la laine, de la fourrure. Alors, la plupart de ces formes d'utilisation d'animaux seraient perçues comme de la torture si elles étaient appliquées à des êtres humains. Évidemment, l'exploitation d'êtres humains pour l'alimentation, pour la recherche biomédicale sans le consentement du sujet, ou pour la chasse sportive, ou pour la fabrication de vêtements, serait, s'il s'agissait de façon qui soit comparable à celle qui implique actuellement des animaux non humains, seraient sévèrement condamnés, autant moralement que légalement. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'on interdit l'utilisation d'êtres humains pour des fins comme celle-là? Pourquoi est-ce qu'on accorde à tout être humain le droit à l'intégrité physique? La première et principale raison à laquelle on peut penser, c'est que ce genre de pratique impliquerait l'imposition d'indescriptibles souffrances et irait à l'encontre de l'intérêt fondamental des êtres humains à ne pas ressentir de douleur. Mais comment est-ce qu'on peut justifier la discrimination entre les humains et les non-humains en ce qui concerne cet intérêt à ne pas souffrir et le droit de ne pas être torturé qui en découle? Pourquoi les êtres humains auraient-ils plus intérêt à ne pas souffrir que les autres animaux? Est-ce qu'il est possible que les animaux qu'on utilise massivement ne soient tout simplement pas sensibles, ne soient tout simplement pas capables d'éprouver de la douleur? Ce serait tellement soulageant, considérant les 50 milliards d'oiseaux et de mammifères qui sont exploités chaque année, sans compter les animaux marins. Marc en a parlé tout à l'heure, mais si les animaux n'étaient pas sensibles, ils ne pourraient pas avoir d'expérience subjective. Leur situation ne pourrait pas être améliorée ou détériorée de leur point de vue à eux. Il n'y aurait pas un bien-être qui serait indépendant du jugement des êtres conscients qui les entourent. On pourrait les exploiter autant qu'on le souhaite, sans courir le risque de violer leurs intérêts individuels, puisqu'il n'y aurait aucun intérêt personnel en tant que tel. Historiquement, la sensibilité des non-humains n'a pas toujours été reconnue. René Descartes, comme vous le savez sans doute, pensait que les animaux, autres que les êtres humains, pouvaient être comparés à des machines très complexes et efficaces, mais incapables de ressentir quoi que ce soit. La tradition behavioriste a ensuite pris le relais en refusant tout ce qui ne pouvait pas être démontré scientifiquement avec absolue certitude, incluant la sensibilité des animaux. Étonnamment, quelques philosophes ou scientifiques inspirés par Descartes ou les behavioristes nient encore aujourd'hui l'existence d'une sensibilité non humaine. C'est pourquoi j'aurais aimé, si le temps me l'avait permis, revoir avec vous les 3 principaux types d'indices pour lesquels on peut conclure que ces auteurs sont dans l'erreur et que ce qui paraît dorénavant le plus raisonnable au plan scientifique, c'est de croire que de nombreux non-humains peuvent ressentir la douleur et souffrir d'une manière comparable aux êtres humains. Faute de temps, donc, mais aussi parce que Marc nous en a parlé tout à l'heure en répondant à une question et parce que je doute que plusieurs d'entre vous doutent sérieusement du fait que bien des animaux, en fait, sont sensibles, je propose qu'on tienne pour acquis qu'il existe bien quelque chose comme une sensibilité non humaine, au moins chez tous les vertébrés et possiblement même chez certains invertébrés comme les céphalopodes à tout le moins. Maintenant, est-ce qu'il est possible que même si plusieurs non-humains sont des êtres sensibles, seuls les êtres humains aient intérêt à ne pas souffrir?
Certains auteurs ont tenté de démontrer que la notion d'intérêt exige non seulement d'avoir des croyances et des désirs, comme en ont tous les êtres sensibles, mais que ces êtres doivent être conscients de leurs croyances ou désirs et que pour ça, des habiletés langagières sophistiquées sont nécessaires. Pour plusieurs raisons, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que ce type d'exigence-là n'est pas recevable. La souffrance, c'est par nature, par définition, quelque chose que tous les êtres sensibles fuient, que tous les êtres sensibles ont grandement intérêt à ne pas éprouver. On n'a pas besoin de maîtriser le concept de linguistique de souffrance ou n'importe quel autre concept pour être capable d'en sentir et pour avoir intérêt à l'éviter. D'ailleurs, le fait que plusieurs animaux non humains sont des êtres sensibles et que tous les êtres sensibles ont, par définition, intérêt à ne pas souffrir, c'est une conclusion si évidente qu'elle est incarnée dans le principe dit du traitement humanitaire des animaux qu'on a adopté il y a déjà 200 ans et qui est au fondement de toutes nos lois de protection des animaux ou de nos lois s'opposant à la cruauté envers les animaux. Mais comment est-ce qu'on peut réconcilier cet aveu-là, d'une part, et notre utilisation massive d'animaux qui entraîne l'imposition d'inimaginables douleurs à d'innombrables non-humains, d'autre part? Comment est-ce qu'on peut admettre que les animaux non-humains ont intérêt à ne pas souffrir tout en leur refusant le droit fondamental à l'intégrité physique? On a vu que si deux individus, peu importe leurs caractéristiques personnelles, ont des intérêts similaires, ces intérêts doivent être également considérés. C'était le principe de l'égale considération des intérêts. Si plusieurs animaux non-humains sont des êtres sensibles, si tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas souffrir, et si le droit de ne pas être torturé sert à protéger l'intérêt à ne pas souffrir, alors il semble qu'on ait l'obligation morale d'attribuer le droit fondamental à la sécurité physique à de très nombreux non-humains, tous ceux qui sont potentiellement sensibles. Autrement dit, il faudrait interdire qu'on leur soit infligé tout traitement que, heureusement, on n'accepterait plus de voir infligé à des êtres humains. On vient donc de voir qu'on a l'obligation morale de ne pas infliger de douleur aux animaux non humains sensibles. Mais qu'en est-il de la possibilité de tuer des êtres sensibles à l'occasion de chasses sportives, dans le cadre de recherches biomédicales ou encore avec l'intention d'utiliser leurs cadavres pour l'alimentation, le cuir ou la fourrure, de manière qui n'impliquerait aucune douleur? Parce que non seulement on inflige beaucoup de douleur et de souffrance aux animaux non humains, mais on s'autorise également à les tuer. Bien sûr, nos lois anti-cruauté nous interdisent de tuer des animaux sans excuse légitime. Mais ça ne concerne aucune des activités socialement acceptées telles que la chasse sportive, l'élevage pour la viande, la fabrication de vêtements, etc. On se permet de tuer des non-humains pour nos fins, même si la très vaste majorité d'entre elles sont parfaitement futiles. Mais qu'est-ce qui nous permet d'envisager aussi différemment la mise à mort d'un non-humain et la mise à mort d'humains? Selon notre approche, celle des droits fondés sur des intérêts, la seule réponse valable serait que les humains ont intérêt à ne pas être tués, même sans douleur, alors que les non-humains, les autres animaux sensibles, eux, n'auraient pas un tel intérêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça ne me paraît pas évident. Premièrement, il est important de reconnaître l'impossibilité, ou à tout le moins la considérable difficulté pratique, de tuer des animaux non humains sans jamais leur infliger de douleur et sans violer ainsi leur intérêt à ne pas souffrir, intérêt maintenant bien établi. Même les méthodes d'élevage jugées les plus attentives au bien-être animal ne nous offrent pas toujours la garantie que les animaux ne souffrent aucunement pendant le procédé qui va les mener à la mort. Il est très difficile d'être certain, surtout en tuant des individus à grande échelle, que nos actes n'impliqueront absolument aucune douleur. Indirectement, les individus qui ont intérêt à ne pas souffrir, donc, ont intérêt aussi à ne pas être tués. Mais même si on disposait de la possibilité technique de tuer des individus d'une manière qui évite tout risque de leur infliger de la douleur, on a de bonnes raisons de croire qu'on n'utiliserait même pas cette méthode-là, du moins pas systématiquement. Comme on vient de le dire, on reconnaît l'importance de la souffrance animale depuis environ 200 ans. Pourtant, on accepte toujours que soit infligée d'indescriptibles douleurs aux animaux, aussitôt que ça offre le moindre avantage aux humains. Même si on était capable de tuer sans infliger de douleur, on peut compter sur le fait qu'il y aura toujours un avantage économique à préférer la méthode douloureuse dans certaines circonstances ou à tolérer certaines exceptions pour des raisons liées à la tradition peut-être ou à admettre un compromis, etc. Comme l'explique le professeur de droit américain Gary Francione, tant et aussi longtemps que tuer des animaux sensibles sera permis, de grandes souffrances continueront fort probablement à être infligées aux animaux que l'on tue. Ce qu'on vient de dire, ça correspond en gros à une sorte d'argument indirect à l'encontre de la possibilité morale de tuer des animaux non humains, un argument fondé sur la souffrance qu'implique l'abattage. On peut maintenant vérifier si un argument plus direct peut aussi être soutenu. Est-ce que les animaux non humains, sensibles donc, ont intérêt, comme nous, à vivre? Le problème, c'est que même l'intérêt humain à ne pas être tué de manière indolore ou sans en être conscient
est passablement difficile à expliquer. Épicure nous faisait remarquer que la mort ne peut constituer un préjudice pour la victime, puisque là où la personne se trouve, la mort n'est pas encore, et que là où la mort se trouve, la personne n'est plus. Au problème épicurien, différentes réponses ont été proposées, mais celle qui est généralement privilégiée veut que la mort soit dommageable parce qu'elle prive la victime des expériences positives qu'elle aurait pu vivre dans le futur, parce qu'elle prive la victime des bonnes choses qu'elle aurait pu obtenir si elle était restée en vie. Sans grande originalité, cette thèse-là s'appelle la théorie de la mort comme privation des bonnes choses de la vie. Et selon cette théorie-là, plus que tout événement posthume, la mort peut avoir un impact bien réel sur les expériences conscientes d'un individu puisqu'elle l'en prive complètement. La mort n'est peut-être jamais ressentie comme un tort en tant que tel. Quand on est mort, on ne ressent plus rien. Mais parce qu'elle fait obstacle à l'obtention des bonnes choses dont le défunt aurait pu bénéficier, elle peut constituer pour elle un préjudice sérieux, peut-être même le pire. Évidemment, la mort n'est pas également dommageable pour tout le monde. Certains, plus que d'autres, aiment la vie, veulent vivre et surtout peuvent attendre des belles choses dans l'avenir. Et pourtant, et c'est ce qui est fascinant, on observe qu'on accorde un droit égal à la vie à tout le monde. Tout se passe comme si on refusait de s'embourber dans une évaluation très précise du degré d'intérêt à vivre de chacun. Peu importe le fait qu'il varie nécessairement d'un individu à l'autre, on préfère présumer que tous les êtres humains ont un intérêt minimal à vivre et qu'avoir un intérêt minimal, ça suffit pour mériter un droit égal, un égal droit à la vie. Et il est aussi vrai que la mort ne représente pas toujours un dommage, aussi minime soit-il. Il peut arriver qu'elle soit même un soulagement pour certains. Il peut arriver que la vie soit si dure qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est la raison pour laquelle on peut, dans certains cas, si une personne est atteinte d'une maladie incurable, dégénérative et douloureuse, par exemple, comprendre son suicide. On peut même reconnaître la légitimité morale du suicide assisté dans un cas comme celui-là. Mais quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que quand la vie d'un individu est en jeu, on fait preuve d'une extrême prudence avant de conclure que l'euthanasie serait justifiée. On considère généralement, on présume généralement que tous les êtres humains ont intérêt à vivre, mais plus encore que tous ont intérêt à ne pas être tués. Et sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, comme en cas de guerre, de légitime défense ou d'euthanasie peut-être, personne n'est en droit de mettre fin au jour de ses semblables. Mais comment est-ce qu'on peut transposer tout ça au cas des animaux non humains? Est-ce que certains animaux ont intérêt à vivre et est-ce que ces animaux méritent moralement qu'on leur accorde un droit à la vie qui interdirait qu'on les tue, même de manière humaine ou indolore? Avec ce qu'on a vu jusqu'ici, on voit mal pourquoi les animaux sensibles non humains auraient moins intérêt à vivre que nous. S'ils sont sensibles, c'est que, par définition, ils sont capables de vivre des expériences plaisantes. Ils sont capables non seulement de ressentir la douleur, mais aussi, au contraire, d'éprouver du plaisir. Les tuer, c'est donc les priver, eux aussi, de ces plaisirs futurs, de ce qu'ils auraient pu vivre de bien si on ne leur avait pas enlevé la vie. Est-ce qu'on a des raisons de croire qu'une même quantité de plaisir a une valeur différente selon l'espèce à laquelle appartient l'individu qui éprouve le plaisir en question? Ou est-ce que les expériences des non-humains sont toujours moins plaisantes que les nôtres et qu'on a donc raison de leur accorder moins de valeur? Ce genre d'hypothèse-là, vous l'avez maintenant compris, semble bien peu convaincant. On a vu que les caractéristiques purement biologiques, comme l'appartenance à l'espèce, n'ont pas en soi de pertinence morale. Et on vient de voir que chez les êtres humains, ceux qui ont le moins intérêt à vivre ou qui ont moins intérêt à vivre que les autres jouissent tout de même d'un égal droit fondamental à la vie. On a vu qu'il est tout aussi illégitime et illégal de les tuer eux que de tuer ceux qui, parmi nous, ont le plus intérêt à vivre. Tous les animaux, puisqu'ils ont de bonnes chances d'avoir au moins un intérêt à vivre minimal, devraient donc se mériter un égal droit à la vie. En dépit de tout ça, certains auteurs ont tenté de montrer, Marc aussi l'a annoncé, on a parlé vite tout à l'heure, que les animaux non humains ne peuvent pas avoir intérêt à vivre parce qu'ils ne sont pas conscients de leur propre vie ou parce qu'ils ne maîtrisent pas le concept de mort. D'abord, je pense qu'on peut démontrer que tous les êtres sensibles sont des êtres conscients, du moins conscients de leur propre corps. C'est ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de savoir quand ils ressentent eux-mêmes une douleur ou quand la douleur est ressentie par quelqu'un d'autre. Et on sait aussi qu'ils ont une certaine continuité mentale, au sens où leur esprit n'est pas réinitialisé à chaque instant et qu'ils peuvent se souvenir, réapprendre, qu'ils ont un certain sens du futur, de leur propre futur, etc.
Mais sans entrer dans ce type de discussion-là, on peut tout simplement se rappeler que si c'était des caractéristiques cognitives très sophistiquées qui se trouvaient au fondement de la valeur morale qu'on attribue à la vie des différents individus, alors les nombreux êtres humains qui ne possèdent pas ces caractéristiques-là, comme les bébés, les personnes lourdement handicapées mentalement ou les personnes séniles, par exemple, devraient eux aussi être exclus de nos communautés morales et légales. Alors, même si ces êtres humains-là n'ont pas le même degré de conscience de soi que les adultes normaux, on suppose quand même qu'ils ont un intérêt à l'égard de leur propre vie, un intérêt qui nous interdirait de les tuer au bénéfice des personnes normales, même si ça pouvait être fait sans douleur. Dans notre société, on accorde le droit à la vie à tous les êtres humains, même à ceux que les philosophes rangent dans la catégorie des cas marginaux, c'est-à-dire de ceux dont les capacités cognitives sont limitées. S'il y a lieu, on pourrait même penser que les droits fondamentaux visent à protéger d'abord et avant tout les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui, justement, peuvent le moins se défendre eux-mêmes et ont le plus besoin de protection. On ne peut donc pas refuser aux animaux le droit à la vie sans que la cohérence nous force à le retirer aussi à certains êtres humains. Mais de toute façon, dans la plupart des cas, il paraît tout simplement absurde ou inutile d'essayer de montrer que les animaux ont moins intérêt à vivre que les êtres humains, puisqu'il est insensé ou impossible de comparer le tort que constitue la mort pour chacun d'un point de vue objectif. Sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, celles dont on a parlé tout à l'heure, pour chaque individu qui fait l'expérience subjective de sa propre vie, la mort constitue évidemment un dommage. Du point de vue subjectif de chacun, il semble qu'il y a bien peu de choses qui comptent davantage que lui-même, sa propre vie, ses propres intérêts. Les 5 dernières minutes à vivre d'une personne âgée, puisque c'est tout ce qui lui reste, peuvent être d'une valeur inestimable à ses yeux et bien difficile de mettre un chiffre là-dessus. Bien sûr, il est possible que les animaux sensibles non humains aient un intérêt à vivre qui soit aussi important ou même plus important que celui des êtres humains adultes normaux. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où les animaux ont le potentiel d'avoir un intérêt à vivre minimal, ils méritent tout autant que les êtres humains de jouir de la protection égale qu'offre un droit à la vie. Et à moins qu'on ait la preuve qu'un animal particulier a réellement intérêt à mourir, on se trouve dans l'obligation de respecter son droit fondamental de ne pas être tué. Jusqu'à maintenant, on a conclu qu'il n'est pas acceptable d'infliger de la douleur à des êtres sensibles pour nos fins, pas plus que de les tuer, même sans douleur. Mais qu'est-ce qu'on devrait penser d'une utilisation douce ou indolore qui n'impliquerait pas de mise à mort? Il y a plusieurs formes d'utilisation d'animaux qui ne semblent pas devoir nécessairement, en théorie du moins, impliquer de la douleur ou la mort des non-humains utilisés. On peut penser aux animaux qui sont élevés de manière prétendument humaine pour leur lait ou leurs œufs, aux animaux qu'on admire pour leur capacité étonnante, comme les animaux acteurs, les animaux de course, de cirque, de zoo, aux animaux qui sont utilisés pour la zoothérapie, à ceux qui sont entraînés pour aider les personnes non-voyantes ou malentendantes ou pour sauver les humains de situations désespérées, ou encore à tous les animaux qu'on garde dans nos maisons et qu'on utilise comme animaux de compagnie. Est-ce que ce genre de pratique-là, qui implique l'utilisation d'êtres sensibles, est moralement défendable, même si on n'accepterait jamais d'utiliser des êtres humains de la même façon, du moins sans leur consentement ou sans que ce soit dans leurs propres intérêts? Comme pour l'intérêt à vivre, je pense qu'un argument indirect peut à lui seul nous convaincre de renoncer à toute forme d'exploitation animale. Ce qu'explique Francione, en effet, c'est que tant que les animaux seront notre propriété, qu'on pourra continuer à les utiliser comme de simples ressources, il semble bien peu probable qu'on arrive dans les faits à toujours respecter leur intérêt à ne pas souffrir et leur intérêt à ne pas être tués. Leur statut de simple propriété, leur statut de bien meuble ou de chose, nous empêche, selon lui, d'évaluer convenablement leurs intérêts dès qu'ils s'opposent à des intérêts humains, même aux plus futiles d'entre eux. Francione rappelle que les intérêts des esclaves humains ne pouvaient jamais l'emporter lorsqu'ils étaient opposés à ceux de leurs maîtres. Or, il semble que les intérêts des esclaves non humains sont eux aussi condamnés à être oubliés ou mis de côté dès qu'il est plus avantageux économiquement de le faire, même quand ce sont des intérêts fondamentaux qui sont en jeu. Parce qu'ils ont intérêt à ne pas souffrir et intérêt à vivre, tous les êtres sensibles ont donc indirectement intérêt à ne pas être utilisés. Mais je pense qu'un argument un peu plus direct peut encore ici nous mener à la conclusion selon laquelle il est nécessaire d'abolir toute forme d'exploitation animale. En effet, même s'il était possible de traiter des êtres sensibles comme de simples moyens d'atteindre nos propres fins sans que ça implique qu'on leur inflige de la douleur ou qu'on les tue, on ferait toujours face à la nécessité d'expliquer en quoi ce serait moralement différent d'une forme humanitaire d'esclavage humain. Le dessin à l'écran illustre bien ce à quoi pourrait ressembler un esclavage humain humanitaire. On voit une vendeuse donc, qui rassure une cliente en lui disant que le jupon est fait de coton biologique cultivé par des esclaves traités humainement dans le cadre d'une campagne de marketing moralement réconfortant de l'époque de la guerre civile américaine. Évidemment,
Les manières les plus violentes d'exploiter des individus sont pires que celles qui sont moins violentes. Mais ça ne veut pas dire que les formes les plus douces d'exploitation sont moralement acceptables. L'esclavage humain, même dans une version théoriquement humanitaire, resterait totalement indéfendable. Il faut donc se demander si on peut légitimement concevoir l'esclavage des humains et l'esclavage des non-humains de manière aussi différente. Est-ce qu'il est possible que les humains soient les seuls à avoir intérêt à ne pas être utilisés de manière surtout instrumentale, à ne pas être vendus et achetés, à ce que leur liberté de mouvement ne soit pas restreinte, à ce que leur quotidien ne soit pas soumis à la volonté d'un propriétaire? Comme c'était le cas de l'intérêt à vivre, il est difficile d'identifier précisément ce qui fait en sorte que chaque être humain a un intérêt fondamental à ne pas être asservi, peu importe la manière dont il le serait. C'est quoi, au juste, la liberté? En philosophie politique, on distingue souvent, comme le propose un philosophe appelé Isaiah Berlin, deux types de liberté, la liberté positive et la liberté négative. La liberté positive est définie comme la capacité de réaliser sa propre nature, de s'autodéterminer et de contrôler ses propres passions. Cette forme de liberté-là repose sur l'autonomie rationnelle des agents, c'est-à-dire sur la capacité de choisir pour soi et d'être l'ultime responsable de ses actions. Les auteurs qui privilégient cette forme de liberté-là pensent que seulement certains êtres humains peuvent avoir un intérêt intrinsèque à être libres, parce que seulement certains humains sont capables de déterminer, de réviser et de poursuivre leur propre conception du bien, c'est-à-dire de se projeter dans le futur et d'élaborer des projets pour l'avenir. Les jeunes enfants, par exemple, n'auraient pas suffisamment d'autonomie rationnelle. Il faudrait avoir un certain âge pour ça. Ceux qui privilégient la liberté positive pensent aussi que les animaux non humains sont incapables du type d'autonomie qui est requis pour être véritablement libres, ce qui fait qu'ils n'auraient pas intérêt à l'être. Selon eux, les animaux n'auraient rien à faire d'un droit à la liberté. Je précise que ces auteurs ne nient pas que les animaux ont intérêt à ne pas souffrir et à ne pas être tués, mais ils pensent qu'un cheval, par exemple, s'il est bien traité et qu'on ne le tue pas de manière prématurée, peut très bien vivre en captivité alors qu'on décide à peu près tout à sa place. Puisque de toute façon, il serait incapable d'élaborer ses propres plans de vie ou de construire des projets pour son avenir, ça ne le dérangerait pas qu'on le fasse pour lui et qu'on décide s'il sera un cheval de course, par exemple, ou s'il permettra aux vacanciers de faire d'équitation, par exemple. Du moment qu'on refuse de lui faire du mal, qu'on le traite bien et qu'on ne le tue pas dès qu'il sera plus rentable pour son propriétaire. Au fond, les animaux non humains s'en ficheraient bien d'être des propriétés. Bon, le principal problème avec ça, c'est que même dans les affaires proprement humaines, la liberté positive qui repose sur l'autonomie rationnelle des agents, donc, n'est pas le seul paradigme de la liberté. En fait, il n'est pas même celui qui est retenu par la majorité des auteurs qui lui préfèrent le concept de liberté négative. Alors, la liberté négative est beaucoup moins exigeante que la liberté positive et renvoie simplement à l'absence d'intervention de la part d'autrui. Pour qu'un agent soit libre, tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne subisse pas les contraintes externes de la part d'un autre agent, contraintes qui l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. Et selon cette interprétation-là de la liberté, il semble que tous les êtres mobiles, capables d'action intentionnelle et animés par leurs désirs et leurs préférences, puissent subir un préjudice quand leurs motivations ou leurs élans sont arrêtés par un agent externe. Un chien qui a envie de courir derrière un écureuil subit un tort quand son maître tire sur sa laisse pour l'empêcher de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours préférable de laisser les chiens courir après les écureuils, mais ça veut dire qu'il faut admettre qu'il est grave pour le chien d'être arrêté dans son élan, tout comme il est grave pour un être humain de voir ses initiatives stoppées par quelqu'un d'autre. Ça peut souvent être justifié, mais pas toujours, loin de là. Et en général, on pense que les gens, a priori, devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, et c'est seulement quand un comportement semble nuisible pour les autres qu'on l'interdit. C'est ça l'esprit des grands penseurs de la liberté négative. Comme on le sait maintenant, on a de bonnes raisons de supposer que les êtres sensibles sont capables d'intentionnalité, de croyance et de désir. Donc, si la liberté est entendue dans son sens négatif, comme elle l'est généralement, bien, il semble que tous les animaux non humains sensibles peuvent avoir un véritable intérêt à être libres et par conséquent se mériter le droit de jouir de la liberté. Tout ça étant dit, il ne s'ensuit pas pour autant que la liberté négative de tous les animaux utilisés par l'être humain pour ses fins soit nécessairement bafouée. En effet, il est certainement possible d'imaginer des cas où un animal resterait la propriété d'un être humain, mais ne subirait à peu près aucune interférence de la part de son propriétaire. On peut penser à un chien, par exemple, qui serait né dans un milieu humain et à qui on aurait appris à traverser la rue au feu vert seulement et à faire ses besoins à l'extérieur de la maison par la méthode d'entraînement par renforcement positif exclusivement, par le biais de récompenses, mais jamais de punition.
Ce chien-là pourrait se trouver dans la situation où il se promène à sa guise sans collier ni laisse, entre et sort de la maison par sa porte à chien comme il l'entend, s'abreuve et mange quand il le veut, se repose quand il décide de le faire, tout ça sans jamais être dérangé dans ses initiatives. Il pourrait très bien conserver son statut de propriété sans subir l'intervention de son maître dans ses activités. Son intérêt négatif à être libre pourrait donc être respecté en dépit de son statut juridique de bien meuble ou de chose. Est-ce qu'on peut, à partir d'exemples semblables, conclure qu'il est possible d'exploiter des animaux non humains tout en respectant leur intérêt à être libres? Est-ce qu'on doit admettre qu'il suffit, en théorie, de viser à améliorer la manière dont on traite les animaux qu'on utilise pour nos fins, de façon peut-être à minimiser les cas où on fait obstacle à leur volonté et à protéger ainsi la liberté négative des animaux qu'on possède? Il est intéressant de remarquer que la même discussion a eu lieu à propos de la liberté humaine. On s'est demandé si les esclaves humains bien traités pouvaient eux aussi être considérés comme libres. On s'est dit que si la liberté consistait simplement à ne pas subir d'interférence, il est alors possible d'imaginer que des esclaves soient libres pourvu que leur maître les laisse faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ou encore que ces esclaves aient depuis tout petit subi une espèce de lavage de cerveau qui les aurait amenés à intégrer leur infériorité et à ne plus exprimer d'initiative contraire à la volonté de leur maître. Peu importe que leur maître ait en fait le pouvoir de faire d'eux à peu près tout ce qu'il veut, tant qu'il ne l'exerce pas concrètement, pas de problème. Aucune violation de l'intérêt à être libre sera alors reconnue. On a des esclaves libres. C'est quand même pas mal contre-intuitif et certains auteurs l'ont bien remarqué. Ces auteurs sont mis à réfléchir et ils sont arrivés à la conclusion que pour être libre, il ne suffit pas de ne pas subir d'interférence. Encore faut-il ne pas risquer d'en subir. Encore faut-il ne pas être à la merci des autres. Pour être vraiment libre, il faut avoir un statut égal à celui des autres et ne pas se trouver dans une position d'infériorité ou de domination par rapport à eux. Parce qu'il est légalement considéré comme la propriété de son maître, notre chien de tout à l'heure avait beau être libre de ses mouvements et capable de satisfaire ses désirs, il en demeure pas moins qu'il risquait à tout moment de perdre sa liberté négative. Il suffit que son maître décide soudainement de durcir le traitement qu'il lui réserve ou qu'il soit forcé d'abandonner son animal aux mains d'un propriétaire moins bien disposé que lui. De la même manière, parce qu'ils sont assujettis à l'autorité de leur maître, les esclaves appartenant à un propriétaire charitable qui ne s'ingère pas trop dans leur vie quotidienne sont néanmoins à sa merci puisqu'il peut à tout moment se décider à se mettre à les contrôler de manière plus rigoureuse, brimant alors leur volonté. Dans des circonstances pareilles, le chien bien traité et les esclaves du maître clément ne peuvent pas raisonnablement être considérés comme libres. Leur intérêt à être libre semble impliquer plus que la volonté négative. C'est la raison pour laquelle certains auteurs préfèrent parler de liberté républicaine, c'est-à-dire d'une liberté comprise en termes de non-domination ou d'égalité de statut. Si on est dans une position précaire ou inférieure, on n'est pas vraiment libre. Parce que même si temporairement, on peut faire ce qu'on veut ou qu'on est bien traité, on vit toujours sous une épée de Damoclès. On court constamment le risque d'être soudainement moins bien traité, et ce, en toute légalité. Et c'est le fait que cette situation soit incertaine ou précaire qui est problématique. Être libre semble impliquer non seulement de pouvoir exercer sa liberté aujourd'hui, mais de pouvoir l'exercer aussi demain et dans les jours à venir. Ça semble impliquer de ne pas risquer à tout moment d'être empêché de le faire simplement parce qu'une personne en situation d'autorité en aurait décidé autrement, juste comme ça, parce que ça lui chante. Selon les auteurs néo-républicains, être libre signifie donc se trouver dans un état d'indépendance par rapport au pouvoir arbitraire d'autrui. De manière générale, sauf peut-être dans certains cas où le paternalisme est justifié, les animaux ont intérêt à ce que personne ne les empêche de faire ce qu'ils veulent. On l'a vu avec notre chien et son écureuil. Or, s'ils ont intérêt à ne pas subir d'interférence de la part d'autrui, ils ont également intérêt à ne pas risquer d'en subir. Ils ont un intérêt à être libres au sens négatif, mais aussi au sens républicain du terme. Ce qu'on vient de voir brièvement nous amène donc à conclure que les êtres sensibles devraient tous jouir non seulement du droit de ne pas subir de traitements douloureux et du droit à la vie, mais aussi du droit à la liberté, du moins selon l'approche républicaine qui me paraît être la plus convaincante. Et ça implique, on vient de le voir, qu'ils doivent bénéficier d'un statut égal à celui des êtres humains, qui doivent être reconnus moralement, mais aussi légalement, comme des personnes, donc, à part entière. Je pense que le temps me presse. Je vais donc simplement vous conclure avec l'idée que, par rapport à l'appel pour un changement du statut juridique des animaux dans le Code civil du Québec, pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense qu'il faut répondre urgemment que seule l'égalité animale et rien d'autre n'est acceptable du point de vue de la morale ou du point de vue de la justice. Je vous remercie.